Salut les terriens et bienvenue sur le Journal de l'Espace. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je suis Quentin et j'ai le plaisir de vous retrouver en vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis avec 3 émissions bien différentes autour du spatial, vulgarisées bien sûr pour rester accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, je vous résume l'actualité spatiale de la semaine, c'est parti. Sur fond de tensions russo-occidentales en raison de l'offensive russe en Ukraine, la Russie a annoncé mardi qu'elle allait arrêter de participer à la Station spatiale internationale après 2024. Au-delà du symbole de coopération internationale qui vole en éclats, ce retrait pose la question du maintien de l'ISS en orbite basse, qui je vous le rappelle est entièrement dépendant des vaisseaux russes. Cependant, la NASA a commencé à s'affranchir de cette dépendance en améliorant depuis des années ses propres cargos Cygnus qui, bien que pas encore qualifiés, sont désormais capables de remonter l'orbite de la gigantesque structure orbitale, et un essai a même été effectué en juin dernier. L'annonce russe du retrait de l'ISS intervient une dizaine de jours après la nomination à la tête de l'agence spatiale russe Roscosmos d'un nouveau patron, Yuri Borisov, qui a remplacé Dimitri Rogozin, connu pour son style particulier et son nationalisme outrancier. La NASA a officiellement déclaré ne pas avoir reçu de notification officielle d'un tel retrait, et mardi, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a déclaré que cette annonce avait pris tout le monde par surprise et qu'il jugeait regrettable cette décision au vu de la précieuse collaboration que les agences spatiales russes et américaines entretiennent depuis des années. Si on reste sur un aspect purement spatial, on ne peut que lui donner raison, mais sans que cela ait été officiellement déclaré, il semble évident que la Russie désire désormais faire cavalier seul et prioriser sa future station orbitale, dont le début de l'assemblage est prévu pour début 2026. Ce n'est un secret pour personne, notre vénérable station spatiale internationale vieillit et nous avions d'ailleurs détaillé ce sujet il y a quelques mois en évoquant des problèmes structurels inquiétant sérieusement la NASA. Face à l'évidence et surtout au coût engendré, l'agence américaine avait finalement annoncé vouloir se désengager progressivement de l'exploitation de l'ISS au profit de stations privées plus modernes capables de financer elles-mêmes le maintien en orbite de la gigantesque structure. Un petit retour en arrière me semble nécessaire pour mieux comprendre la situation. En effet, c'est en décembre 2021 que la NASA avait attribué 3 contrats pour 415 millions de dollars à Blue Origin et sa station Orbital Reef, à NanoRacks et son Star Labs, et enfin au géant Northrop Grumman dans le cadre d'un programme visant à financer et à développer des stations spatiales commerciales. En parallèle, la NASA s'est aussi associée à Axiom Space pour lancer des modules commerciaux vers l'ISS, dont le premier prototype sera envoyé en 2024, si le calendrier proposé est bien évidemment respecté, ce qui dans le spatial, vous le savez, n'est jamais évident. Il faut avouer que sur le papier, ça peut sembler être une solution pleine de bon sens et même très sympathique, mais la réalité est tout autre, puisque malheureusement il semblerait que ces beaux projets ne seront pas pleinement opérationnels et autonomes financièrement avant que l'ISS soit mise hors service vers 2030. L'information n'est ici pas à prendre à la légère, car c'est lors d'une réunion du 21 juillet dernier du Comité consultatif sur la sécurité aérospatiale, ou ASAP en anglais, que la présidente Patricia Sanders a elle-même déclaré qu'il s'agissait d'une réelle préoccupation. C'est donc bien inquiétant, mais alors d'où vient le problème ? Eh bien, c'est encore et toujours une question d'argent, puisqu'il ne faut pas oublier que maintenir une station en orbite coûte horriblement cher, et bien malin celui qui pourrait garantir aujourd'hui qu'il y aura assez de demandes commerciales pour financer l'activité des stations privées et assurer le maintien d'une présence américaine en orbite basse avant la désorbitation. La NASA doit donc se préparer à ouvrir encore et toujours le porte-monnaie si elle veut continuer à assurer une présence américaine en orbite basse et ne pas prendre le risque de se retrouver dans la situation critique qu'elle a connue lors du retrait des navettes spatiales. Rappelez-vous qu'après 2011, sans moyen de transport à disposition, les États-Unis avaient été obligés de se retourner sur les capsules russes pour assurer les liaisons vers l'ISS, et cette situation avait été vécue comme une humiliation par les Américains et reste gravée dans les mémoires. On se doute donc que pour rien au monde, les dirigeants ne voudraient renouveler l'expérience avec cette fois les stations spatiales. En effet, on les voit mal demander à la Chine d'accepter des Américains à bord de la CSS, la Chinese Space Station, après avoir interdit à ce pays de monter à bord de l'ISS. La Chine a lancé dimanche le second des 3 modules de sa station spatiale Tiangong en cours d'assemblage, une étape cruciale pour cet ambitieux programme. Ce module de 20 tonnes nommé Wentian a été envoyé par une puissante fusée Long March 5B depuis le centre de lancement de Wengchang sur l'île tropicale de Hainan. Après environ 8 minutes de vol, Wentian s'est séparé avec succès de la fusée pour se placer dans l'orbite prévue et le lancement a d'ailleurs été qualifié de succès total par l'agence spatiale chinoise.
Long de près de 18 mètres et d'un diamètre de 4,2 mètres, ce module laboratoire est venu s'amarrer à Tianhe, le premier module de la station qui est déjà en orbite depuis avril 2021. Cette opération délicate est un vrai défi pour l'équipage car elle nécessite plusieurs manipulations successives de haute précision, notamment avec un bras robotisé, et il ne faut pas oublier aussi que c'est la première fois que la Chine assemble des éléments aussi grands en orbite, ce qui confirme le degré de maîtrise chinois sur ces opérations. Il restera encore à amarrer le troisième module, Mengtian, dont le lancement est prévu en octobre, et c'est à ce moment-là que la station sera pleinement opérationnelle, seulement 1 an et demi après le début de sa construction, ce qui constitue un record, surtout si on le compare avec les 12 années d'assemblage de l'ISS, ou les 10 années de Mir, dont la taille était similaire à celle de la structure chinoise, il y a 35 ans tout de même. On a appris la semaine dernière que la NASA vise pour l'instant le 29 août pour le vol inaugural tant attendu de l'énorme fusée lunaire Space Launch System que vous connaissez bien sous le nom de SLS. Cependant, il faut rester très prudent et ce genre d'annonce est à prendre avec des pincettes car sur des projets de cette complexité et qui plus est avec un nouveau lanceur lunaire, le moindre grain de sable peut retarder le tir de plusieurs jours voire plusieurs semaines. En parlant de grains de sable, le fameux raccord de déconnexion rapide de l'hydrogène liquide reste un point très sensible qui a posé pas mal de soucis lors de la répétition de tir qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il faut savoir que ce raccord est retiré au dernier moment avant la mise à feu afin de s'assurer que les réservoirs sont remplis de façon optimale et la moindre fuite peut provoquer l'annulation du lancement et le retour du lanceur dans son bâtiment d'assemblage. C'était Jim Free, directeur de l'exploration à la NASA, qui avoue lui-même que les travaux de réparation de ce raccord avaient pris plus de temps que prévu et qu'il s'agissait d'un point critique nécessitant une fiabilité absolue. La bonne nouvelle, c'est que ces travaux de réparation ont été achevés à la fin de la semaine dernière, ce qui est très encourageant, et permet d'envisager une fenêtre de lancement qui s'étend du 23 août au 6 septembre. Mais pour lancer une fusée, ce n'est pas si simple et il y a des créneaux à respecter car le SLS ne peut voler que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés afin que la capsule Orion, équipée de panneaux solaires, ne soit pas exposée à des périodes prolongées dans l'ombre de la Terre. Ainsi, comme je vous le disais, la date de planification actuelle est le 29 août avec des dates de secours disponibles le 2 et le 5 septembre, et si ces dates sont ratées, il faudra alors attendre la prochaine fenêtre qui s'étend du 19 septembre au 4 octobre. Un sacré casse-tête quand on y pense. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la fusée SLS Block 1 sera la plus puissante jamais construite pour la NASA, générant une poussée record de 4000 tonnes au décollage, en utilisant 4 moteurs principaux RS-25 et 2 propulseurs à combustible solide, dérivés de la navette spatiale qui font déjà l'objet d'améliorations et même d'un test en plein désert dont je vous parle juste après. Le SLS n'est pas encore parti pour l'espace que Northrop Grumman vient déjà de tester une nouvelle version de ses boosters jeudi dernier dans l'Utah sur un banc d'essai spécialement aménagé pour résister à la formidable poussée générée par les 600 tonnes de poudre qu'ils contiennent. Ce test a permis de valider 2 nouveaux équipements qui seront installés sur les futures versions du SLS, c'est-à-dire un nouvel allumeur et un nouveau système de contrôle de la tuyère utilisé pour diriger la fusée en vol. Le moteur a brûlé pendant 126 secondes, soit la durée pendant laquelle il alimentera les fusées SLS du programme Artemis pendant la première phase du vol. Positionné horizontalement, le gigantesque étage à poudre de 53 mètres de long a généré environ 1800 tonnes de poussée à puissance maximale, et la température de l'échappement du moteur a atteint environ 2000 degrés Celsius. Pour rappel, ce booster est une version évoluée de celui qui équipait la navette spatiale américaine, mais avec un segment de plus, et contrairement à la navette, ils ne seront pas réutilisables. D'après Northrop Grumman, certains des changements de conception de ce booster nouvelle version pourraient être utilisés à partir du 9e vol SLS, c'est-à-dire sur une version plus puissante. La NASA vient d'annoncer le report à novembre 2024 d'une mission cruciale pour le programme Artemis. Il s'agit de la mission lunaire Viper qui consiste à étudier la présence d'eau sous forme de glace sur la Lune. C'est assez pudiquement que les responsables de la NASA ont déclaré qu'il était nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires sur l'atterrisseur lunaire nommé Griffin, construit par la société Astrobotic. Griffin, c'est donc l'atterrisseur qui doit transporter le robot Viper dans la région polaire sud de la Lune, et à travers le communiqué de l'agence spatiale, il faut comprendre que cet atterrisseur n'est tout simplement pas prêt et n'offre pas les garanties nécessaires à la réussite de la mission. D'après les informations que nous avons pu récupérer, il semblerait que les ingénieurs de la NASA sont préoccupés par les vibrations excessives ressenties par le rover lors de la phase finale d'alunissage.
Faisons donc un petit retour en arrière lorsque l'agence a annoncé la mission du rover en 2019. Elle prévoyait un lancement fin 2022 pour un coût de 250 millions de dollars, mais avait ensuite reporté son lancement à la fin de 2023 pour améliorer le rover et lui permettre de fonctionner pendant 100 jours au lieu des 14 prévus initialement. À la décharge d'Astrobotic, tous ces changements ont forcément contribué à l'augmentation de la complexité du projet et par conséquent des coûts. Vous aurez compris que la situation est compliquée et pour effectuer ces essais supplémentaires, la NASA va ouvrir le porte-monnaie en injectant 68 millions de dollars supplémentaires au contrat d'Astrobotic qui s'élève désormais à 320 millions de dollars. Le rôle du rover Viper est bien plus important qu'il n'y paraît puisqu'une meilleure cartographie de l'eau sur la Lune permettrait aux scientifiques de la NASA d'affirmer que la présence humaine sur la Lune est envisageable, ce qui crédibiliserait le programme Artemis sur le long terme. La pression sur Astrobotic est donc forte pour régler au plus vite ses problèmes techniques et fiabiliser son atterrisseur, afin de ne pas plus retarder l'ambitieux programme Artemis, dont le décollage du lanceur emblématique SLS est désormais prévu fin août au plus tôt. Samantha Cristoforetti, astronaute italienne de l'ESA, a effectué le 21 juillet 2022 sa première sortie en dehors de l'ISS. C'était ici la première fois qu'une astronaute européenne s'aventurait ainsi en dehors de la station pour une sortie qui a duré environ 7 heures. Elle n'était bien sûr pas seule dans l'espace, les EVA se faisant toujours par deux, et le cosmonaute russe Oleg Artemiev de l'agence spatiale russe Roscosmos était aussi présent. Samantha Cristoforetti n'en est pas à son premier séjour dans la Station Spatiale Internationale, et c'est même une astronaute très expérimentée qui a été sélectionnée par l'ESA en 2009, en même temps que Thomas Pesquet, et a déjà effectué une mission dans l'ISS entre novembre 2014 et juin 2015. L'ESA précise que son astronaute et le cosmonaute russe qui l'accompagnait portaient des combinaisons spatiales Orlan qui sont des équipements russes. Une fois dehors, les deux astronautes ont eu pas mal de travail, ils ont effectué une série de tâches sur le module russe Noka, amarré à la station depuis 2021, mais également déployé 10 nanosatellites. Cette sortie a aussi été l'occasion de continuer la préparation du bras robotique européen, un engin de plus de 11 mètres de long qui doit permettre de manipuler des charges utiles de plusieurs tonnes sur la partie russe de l'ISS. Mes chers terriens, on arrête là pour aujourd'hui, et si vous les avez ratés cette semaine, n'hésitez pas à aller voir les dernières émissions. Si notre travail vous plaît, vous pouvez nous donner un coup de pouce, d'ailleurs faut pas oublier de le faire briller celui-là, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, et surtout parlez-en autour de vous, la culture ça se partage. Si vous voulez aller plus loin, il reste bien sûr Tipeee, Utip, mais aussi la boutique en ligne du Journal de l'Espace, pour vous aussi porter les couleurs de la chaîne, les liens sont en description de vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao les terriens.